Cette année, nous avons la chance d'avoir parmi nous Nicolas de Reglaume, qui va nous parler va nous faire un petit récit de de ses rencontres sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, je lui laisse la parole. Alors, juste une petite chose, aujourd'hui c'est le 8 mars 2019, c'est le 150e anniversaire de la mort de Hector Berlioz, dont le village natal est juste à côté du mien, donc je voudrais signaler comme ça ce soir, si vous n'avez rien à faire, vous écoutez la symphonie fantastique tranquillement. Bon, ce que je vais vous raconter, c'est pas très fantastique, je vais faire de mon mieux. Donc je voudrais remercier l'association des Amis de Compostelle de Charente, Yann, qui n'est pas là, malheureusement. Alors, l'accueil de Marie-Claude et de Jean-Paul qui a été admirable. J'ai même tellement bien mangé ce midi que j'espère que je serai assez clair pour mon exposé. Alors voilà, donc si on m'a fait appel, c'est effectivement parce que j'ai fait le chemin et aussi parce que je suis handicapé, donc j'ai une jambe artificielle. Je suis amputé de la jambe droite sur le plan fémoral, hein, donc j'ai plus de genoux et je marche avec une prothèse. Donc j'ai écrit mon récit à la suite en fait de la demande d'un journaliste. Hein. Bon, mon ego était flatté bien sûr, mais en même temps c'est venu parce que j'avais écrit sur mon blog un peu mes journées, et à la suite d'un interview par un journaliste de RCF d'ailleurs, je vois qu'ils sont encore là aujourd'hui, j'ai pris la décision d'écrire. Et puis donc il y a deux parties, une partie concernant la partie française. Je vais vous en dire un mot après. Et puis la partie espagnole, la partie française qui est la voie du Puy, entre le Puy et Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis la partie espagnole de Saint-Jean-de-Pied-de-Port jusqu'à Santiago. Voilà, Santiago, Saint-Jacques. Hein, oui. Santiago de Compostela, mais quand on est en Espagne, on dit Santiago. Alors, je ne vais pas vous faire de commentaires culturels, historiques. Bon, là, vous aurez des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler. Je vais plutôt vous parler de mon expérience. Je vous ai dit, c'est une conférence que je donne, donc c'est normal que je mette un peu en évidence mon petit ego dans cette expérience qui a été quand même très riche. Et je vais essayer de vous la partager sous différents angles. Voilà, alors la première chose, donc 1530 km que j'ai fait à un petit epsilon près, parce qu'il y a des fois où je me suis perdu, et puis d'autres fois, surtout en France, 2 ou 3 fois où des gens m'ont pris en charge sur le chemin. Mais pas sur des longues distances, hein, croyez-moi. Quelquefois, j'ai fait des petits détours aussi. Voilà, donc 1530 km, je marche à 2 km/h et je fais 14 km par jour en moyenne. C'est le calcul que j'ai fait. Donc j'ai marché 106 jours au total. 106 jours, sachant que généralement, ceux qui font le chemin de Compostelle normal, hein, le font en 60 jours. Donc j'ai quand même pris un peu plus de jours, ce qui est naturel. Voilà. Alors, la partie française, donc je vais vous donner quelques éléments matériels là. La partie française, je l'ai faite en 4 fois. Ben, il fallait que je m'exerce pour voir si j'étais capable de marcher. Donc la partie française en 4 fois. Et la partie espagnole, je l'ai fait en une seule fois, donc en 51 jours, en partant de Pamplune. Donc de Pamplune jusqu'à Santiago. Alors la partie française, en gros, une première fois, j'ai fait du Puy en Velay jusqu'à Conques. La deuxième fois, c'est entre Conques et Cahors. Ensuite, là, on m'entend mieux. J'espère que pour les gens d'RCF, ça ne posera pas de problème. La troisième fois, c'est entre Cahors et Condom, dans le Gers. Et la quatrième fois, entre Condom et Pamplune. Alors là, j'ai marché un peu plus longtemps, donc sur 3 semaines. Ça marche ? D'accord. La partie espagnole, donc, je suis parti de Pamplune tout seul comme un grand, jusqu'à Santiago. Voilà, alors si
Alors je suis parti sans rien organiser. Je suis vraiment parti tout seul. Alors ça c'est très important. Je suis parti comme marcheur et je suis arrivé comme pèlerin, comme certains. Donc vraiment, quand je suis parti, moi l'Église catholique, j'en avais ma claque, et puis tout ce qui était un peu Dieu et tout ça, j'en avais aussi ma claque. Bon, éventuellement, je vous en parlerai, j'en parle dans mon récit. Et puis après, donc, l'expérience, les déplacements intérieurs qui se passent, les rencontres, les luttes aussi qu'on a à l'intérieur de soi-même, et puis l'émerveillement que représente le chemin fait qu'on a des transformations à l'intérieur de soi. Bien, donc je dis, je suis parti tout seul sans rien organiser. Je ne savais pas, dès le départ, je ne savais pas où j'allais dormir le soir, je ne savais pas ce que j'allais manger, je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Et ce qui me différencie peut-être un petit peu des personnes qui ont l'habitude de bien préparer le chemin. Mais je ne suis pas parti sur un coup de tête quand même, puisque à l'origine, donc ça s'est passé que donc la partie française, je l'ai faite en 2013-2014, donc en 4 fois, comme je dis, et la partie espagnole en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009, j'ai eu la chance, ça m'était offert par un cabinet de consultants, de faire une marche dans le désert du Maroc. Bon, quand j'étais fatigué, j'étais à dos de dromadaire, expérience qu'il faut faire parce que c'est extraordinaire. Hein. Bon. Et à la fin de ce périple, où on a marché plus de 100 km dans le désert, le responsable du groupe, qui s'appelait Pierre, m'a dit « Nicolas, quand je vois comment tu marches avec ta prothèse, tu devrais essayer de faire Compostelle. » Alors j'ai retenu cela. Et puis, effectivement, ça m'a travaillé. Mon épouse m'a offert des livres sur Compostelle. Alors, il se trouve que Pierre, qui organisait cette marche au Maroc, est décédé quelque temps après la marche que j'avais faite dans le désert. Alors, évidemment, ça m'a travaillé. Et là-dessus, donc, l'idée de Compostelle s'est un peu développée. J'ai été licencié de mon travail. Je me suis retrouvé au chômage. J'ai refait des petits boulots et je me suis remis un peu en indépendant. Et donc j'avais des temps pour moi pour essayer de m'occuper. Et puis là-dessus, il y a ma fille aînée, Marie, qui m'a piqué mon carnet d'adresses sur mon ordinateur, qui a écrit à tous les gens de mon carnet d'adresses et puis qui a fait un appel et récupéré 1 500 €. Et puis pour mon anniversaire, elle m'a offert, elle m'a dit « Tiens, papa, tu as 1 500 € pour toi. Si tu veux faire ta marche de Compostelle. » Bon, bah, je ne pouvais plus refuser. Hein. Donc voilà, je suis parti. Mais comme je vous l'ai dit, je suis parti sans savoir exactement ce que j'allais vivre avec ma jambe. Hein. J'en parlerai un petit peu après. Alors sur le plan financier, une chose importante, je marche lentement. Dans la partie française, les gîtes, c'est 25-30 km quelquefois de distance. Sans compter qu'ils sont chers. Alors moi j'ai souvent dormi dehors ou dormi sous la tente. Donc ça c'est quand même extraordinaire parce que j'ai dormi dans des forêts, au milieu des vignes, quelquefois à l'orée de villages, dans un jardin, enfin dans des tas d'endroits extrêmement au milieu des bambous. Donc ça c'est important. Et puis donc quand je passais dans les villages, j'achetais un petit peu de quoi manger. Si bien qu'en France, quand j'ai fait la partie française, j'ai fait le calcul. Je suis arrivé à une moyenne de 22 € par jour dans la partie française. Et puis en Espagne, en Espagne, ceux qui ont fait le chemin espagnol le savent, des gîtes, il y en a tous les 5 km. Quand on est fatigué, on trouve toujours un endroit où dormir. Alors là, j'ai jamais dormi dehors, sauf une seule fois. Je me suis perdu et puis j'étais dormir dans une vieille caravane pourrie. C'était après Burgos. Et j'avais froid et tout ça. Il y avait des araignées, il y avait des tas de bêtes. Mais enfin, j'ai quand même dormi. Et en Espagne, donc la moyenne, c'est plutôt 20 €. J'ai dépensé 20 € par jour, en comptant le déplacement depuis Grenoble, puisque j'habite à Grenoble. Voilà. Alors j'ai souvent dormi aussi dans des donativos, parfois chez l'habitant. Alors il m'est arrivé quand même des histoires incroyables, des gens qui s'arrêtent en voiture, qui me voient, qui me disent « Vous voulez dormir chez moi ?» Et puis je me laisse inviter. Ça m'est arrivé plusieurs fois, en France, pas en Espagne. En Espagne, par contre, des gens m'ont invité à manger ou boire une bière avec eux. Mais je n'ai pas eu d'invitation comme ça personnelle pour dormir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas
le chemin de Compostelle. Donc la France, c'est plutôt la nature. Hein. On traverse aucune ville, sauf Cahors. Et puis Moissac, à la limite. Mais en Cahors, ceux qui connaissent, c'est comme dit Alphonse Allais, c'est une ville bâtie à la campagne. Hein. On n'est pas vraiment dans une ville. Hein. Mais sinon, c'est la campagne. Et alors, on traverse, pour ceux qui ont fait le chemin du Puy, des régions extraordinaires. Hein. Le Quercy, la vallée du Lot, l'Aubrac. L'Aubrac, c'est une pure merveille. Pays Basque. Bon, vraiment, on s'éclate. Et puis, on est souvent sur des petits chemins tranquilles, au milieu des papillons, des fleurs, des insectes, le vent qui souffle, tout ça. Alors qu'en Espagne, l'expérience est différente. C'est plutôt des rencontres, alors des rencontres internationales, des gens qui viennent de tous les pays du monde. J'ai noté que par les nationalités que j'ai croisées. Je vais vous expliquer un truc. Moi, comme je marche avec une seule jambe, en short, et que je marche tout seul avec mes béquilles, hein, je marche avec des béquilles tranquillement, des gens m'accompagnent. Et puis très spontanément me racontent des tas de choses. Alors, j'ai cette grande chance qui fait que j'ai eu des confidences très intimes de beaucoup de personnes. Inversement, c'est aussi une souffrance parce que ces gens-là, je les vois par image plus vite que moi, donc on me rattrape, on parle avec moi, et puis après on part devant, et j'ai pratiquement tout le temps marché seul, sauf à peu près 4 jours en Espagne, où j'ai marché avec 2 dames qui m'attendaient à chaque fois et tout ça. Et puis il y a une fois où j'avais tellement mal à la jambe, j'avais un escarre qui se développait, et je ne l'ai pas dit. Alors ils m'ont dit on se donne rendez-vous. Et puis en fait, j'ai jamais pu arriver en rendez-vous, je les ai perdus. Et je n'avais pas d'adresse, je n'avais pas de mail, je n'avais pas de téléphone, je n'avais rien du tout. Donc j'ai perdu ces 2 dames qui m'ont retrouvé 2 ans plus tard grâce à Internet. Ça c'est bien. Voilà, et on s'est retrouvés, on a fait la fête ensemble, je suis avec mon épouse, on a passé 2 jours. Donc l'Espagne, c'est plutôt les rencontres. Alors là, j'ai toute la liste des nationalités que j'ai rencontrées, mais je ne vais pas vous les lire parce que sinon, on n'arrivera pas. Voilà. Alors sur le plan matériel, très rapidement aussi, donc comme tous les marcheurs, sac à dos, vêtements, créancial, de quoi grignoter. Et puis au début, il y en a qui se sont peut-être tombés dans le panneau, j'ai pris des livres, bien sûr. Et puis bon, je l'ai fait une seule fois, après c'était fini. Donc je marche avec des sandales pieds nus la plupart du temps. C'est vraiment super, donc des sandales de qualité, quand même, des sandales de marche. Oui, voilà, comme ça. Là, j'ai des kines sur moi que j'ai acheté grâce à Madi du Camino, pour ceux qui le connaissent. Et donc je marche avec des sandales et avec des béquilles. Hein. Donc j'avance parce que quand on a des chemins difficiles, et puis de toute façon j'en ai besoin. Bon, j'ai l'habitude de crapahuter, j'habite Grenoble, donc j'ai l'habitude de crapahuter dans le Vercors, en Chartreuse. Donc je connais un peu, ça ne me fait pas peur de marcher. Mais marcher une journée, par exemple, pour aller monter une petite montagne à 2000 mètres, et marcher 3 semaines, 1 mois et demi, c'est pas la même chose. Et il y a des choses qui se passent. Voilà. Alors je rajoute à cela, et bon, c'est pas pour me vanter, mais c'est vrai que à ce truc-là, je dois rajouter des accessoires pour la prothèse, parce que j'ai une prothèse avec un genou électronique, donc il faut que je la recharge. J'ai un chargeur qui est assez lourd. On n'est pas foutu de faire des machins légers là-dessus. J'ai un manchon de rechange aussi, parce que bon, les manchons que j'enfile sur ma prothèse, il faut que je les entretienne aussi. Et puis j'en ai 2. Comme j'ai maigri, il fallait que je prenne un truc qui m'enveloppe un peu plus tous les accessoires pour se soigner, donc des produits que j'avais. Et ça, c'est pareil, donc j'avais presque 2 kilos de plus que les marcheurs normaux, puisque je devais transporter tout ça avec moi. Mais petit à petit, je me suis dépouillé de ça. C'est-à-dire que, par exemple, sur la fin, maintenant, aujourd'hui, quand je marche sur le chemin, j'ai juste les 2-3 produits dont je sais qu'ils marchent très bien, que je garde avec moi. Voilà, oui, j'ai oublié de dire une chose, c'est que depuis que j'ai fait le chemin en 2015, j'ai continué, j'étais pris par le démon ou l'esprit. Vous voyez les choses, daimon au sens grec, là, c'est plus positif. Donc j'ai marché, j'ai fait une partie du chemin d'Arles, j'ai fait la voie aragonaise l'année dernière, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait aussi, j'ai fait le chemin du Piémont entre Carcassonne et Lourdes. Alors là, tout seul pendant 3 semaines, c'était extraordinaire.
Oui, alors par contre, ça monte, ça descend aussi. Mais Arles, c'est encore pire, hein, parce que quand on est dans le Haut-Languedoc, ça monte tout le temps et descend. Et puis, avec mon épouse, j'ai fait la Voie du Portugal. Donc, à faire, hein, ça aussi, en longeant la mer. Donc, et puis, on a fait d'autres marches, mon épouse et moi, depuis qu'on a découvert que je pouvais marcher beaucoup. Alors, on a fait aussi des marches, on a fait le tour de la Bretagne par les chemins. Alors, ça aussi, c'est magnifique. Mais même si ce n'est pas le chemin, ça ne fait rien, c'est une expérience aussi. Voilà. Alors, pourquoi je suis parti ? Je vous ai expliqué les raisons un peu extérieures qui m'ont poussé. Je voudrais aussi, mais c'est peut-être, je voulais en parler plus loin, mais ça fait rien. Je ne vais pas tenir compte de ce que j'ai écrit là. Je dirais que j'ai l'esprit nomade. Dans ma vie, j'ai déménagé 20 fois. J'ai jamais été, mon papa est d'Angoulême, d'ailleurs, est né à Angoulême. Donc, j'ai déjà traversé la ville d'Angoulême plusieurs fois, plein de fois d'ailleurs, même si j'habite Grenoble aujourd'hui. Et ma propre réflexion, mon histoire, m'a conduit effectivement à avoir cet esprit nomade. Donc, l'expérience de Compostelle, c'est un peu le fait de mettre mon corps mon corps, si vous voulez, a rejoint mon corps comme présence au monde, hein, qui bouge. C'était de rentrer dans cet esprit nomade qui m'habitait. Ça, c'est très important pour moi parce qu'en fait, ça permet une certaine unification. Et puis derrière ce côté nomade, c'est la découverte du temps, dans tout ce qu'il représente. On vit dans une société, alors vous allez me dire, le mythe du progrès, l'évolution et tout ça, mais c'est faux. On est une société complètement spatialisée, depuis le triomphe des sciences et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on spatialise le temps et on transforme les évolutions en puissance qui se réalise en énergie. C'est pas ça le temps. Quand on marche, on fait l'expérience de la découverte de surprises, d'émerveillement ou de mauvaises surprises. Mais enfin, on est dans le domaine de l'étonnement. Et ça marque le temps différemment, parce qu'il y a quelque chose qui se construit, mais qui est indépendamment de notre volonté de bâtir un avenir. On ne sait pas où on va. Donc on ne sait pas vraiment où on va. D'ailleurs, notre conception même la conception de la liberté, on a une vision spatiale de la liberté. La liberté, c'est ne pas empiéter sur l'espace de l'autre. Ben non, quand on marche, quand on est dans un mouvement, cette question se pose de manière complètement différente. Donc il y a tout un tas de choses. Cette réflexion sur la temporalité m'a beaucoup aidé parce que le corps ne va pas plus vite que le temps qu'il est nécessaire pour bâtir une distance. Moi, je suis pianiste, je joue du piano. Si je joue un prélude de Debussy, ça dure 2 minutes 30. Ça ne se réduit pas dans l'espace en l'instantané de la seconde. 2 minutes 30, je serai obligé de vivre ce temps de 2 minutes 30. Eh bien, quand on marche, c'est un peu la même chose. Enfin, quand je marche, moi, je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu, hein, mais quand je marche, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si je dois faire 14 km, je n'ai pas la voiture, je n'ai pas d'avion, je n'ai pas le balai magique d'Harry Potter pour aller d'un point à un autre. Mon corps va être obligé d'aller au rythme du temps qu'il faut pour faire ces 14 km, c'est-à-dire pour moi 7 heures. Bon, les 2 km à l'heure, c'est parce que toutes les heures et demie, je suis obligé de m'arrêter, donc de me reposer, de me soigner, de vérifier l'état de mon moignon, puis du reste, et puis après de repartir pour voir si ça tient. Voilà. Alors, alors juste pour mon récit, je vous ai dit, c'est grâce à un journaliste qui m'a dit de le faire. Alors, il faut que j'explique. Mon épouse m'a offert un carnet, peut-être que vous le connaissez, et chaque jour, j'écrivais ce que je vivais. Bon, je ne suis pas le seul, hein, j'ai vu d'autres m'ont montré leur carnet. Tous les 2-3 jours, 3-4 jours, je tapais sur mon ordinateur, ou plus que les 3-4 jours. Non, au début, c'était plus que ça. Toutes les semaines, je reprenais ce que j'avais vécu et j'écrivais 1 ou 2 articles sur ma marche. Et puis, j'ai publié ça sur mon blog. J'avais un blog que personne ne lit, mais ça on s'en fiche. Hein, c'est le but des blogs. Hein. Et quoique j'ai de temps en temps un commentaire tous les 6 mois. Bon,
Je faisais comme ça. Ça permet aussi de s'approprier le chemin, le fait de faire passer de ce qu'on vit à l'écrit. Jusqu'au jour où, effectivement, j'ai été interrogé par ce journaliste qui m'a dit « Mais vous devriez valoriser votre expérience, qui est une expérience positive. » Je trouvais ça très bien. Et puis, à ce moment-là, vous devriez écrire. Je dis « Mais ouais, mais j'ai déjà écrit. » Alors, en fait, j'ai repris les articles de mon blog que j'ai un petit peu aménagé sur le plan littéraire. Et puis, donc, j'ai écrit mon itinéraire. D'abord en auto-édition. Puis ensuite, les éditions Le Père qui ont repris toute la deuxième partie. Et puis la première partie, donc, elle est publiée chez un éditeur américain. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même vous dire 2 ou 3 choses. Je suis tombé malade à 18 ans. Et donc j'ai perdu ma jambe à 18 ans. J'ai été après hospitalisé pendant des années. Puis après, il y a eu la convalescence, rééducation. Donc j'ai pris beaucoup de retard sur ma génération. Si bien qu'à 24-25 ans, j'ai décidé de faire des études. J'ai passé mon bac à l'hôpital. Puis après, donc, j'ai fait des études. Mais j'étais toujours décalé. Un retard, en fait, qu'on acquiert au départ et puis qu'on ne rattrape jamais. Il faut le dire tel qu'il est. On est décalé par rapport à sa génération. Retard affectif déjà, psychologique. Et puis après, il y a le retard social, professionnel. J'ai une retraite de misère parce que j'ai jamais pu cotiser ce qu'il fallait, etc. Et puis, heureusement, j'ai rencontré la femme la plus extraordinaire de la planète. J'ai fait des longues analyses pour arriver à cette conclusion. Et puis, j'ai 4 enfants et ça m'a permis après de vivre une vie très intense depuis tout ce temps-là. Alors, le handicap fait que donc qu'il y a 30 ans, il faut imaginer qu'on avait des prothèses très lourdes, que j'étais à la moitié de la journée en fauteuil roulant, et puis je marchais, quand j'allais à l'université, j'allais avec des cannes, sans compter pour trouver des voitures aménagées, c'était la croix et la galère. Et puis petit à petit, j'ai suivi l'évolution de l'appareillage, des prothèses. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, moi j'ai un genou électronique, maintenant je crapahute partout, mais il y a encore des choses de plus en plus performantes qui fait que j'en fais plus quelquefois que bien des valides. Voilà, je fais des vélos, je fais beaucoup de vélos, je fais de la plongée, de la nage, et puis donc des marches. Voilà. Alors au début quand je suis parti sur le chemin, ma prothésiste, qui s'appelle Alexandra à Grenoble, qui a suivi un petit peu ce que je vivais. Alors elle m'a fait changer cette expérience, elle m'a fait changer d'emboîture de ma prothèse, qui me blessait énormément au début. Et on a fini par trouver un truc qui me blessait déjà beaucoup moins. Alors, je ne vous expliquerai pas les détails. Et puis il y a des libérations qui se font dans la tête. Moi, j'ai toujours voulu cacher le fait que j'étais handicapé, que j'avais qu'une seule jambe, plus sans compter d'autres maladies que je traîne comme ça. Et je le cachais. Et la prothèse que j'avais était une prothèse qui était couleur chair. Donc quand je me baladais, les gens ne voyaient pas, sauf au dernier moment que j'avais un... Et puis, un moment, sur le chemin, j'ai changé, et ma prothèse elle est toute colorée, donc en couleur jaune vif, puis après c'était rouge, au point que je marchais, et puis les gens voyaient tout de suite que j'avais une jambe un peu bizarre. Alors j'avais des réactions amusantes, du style « Oh là là, les jolis tatouages que vous avez !» Ah ben non, c'est pas des tatouages, c'est le bas de toutes les couleurs, ou alors pensaient les gens que j'avais un bandage parce que j'avais une élongation ou je ne sais trop quoi. Donc et puis j'ai eu d'autres surprises très amusantes là-dessus qui m'ont permis de créer des liens d'ailleurs. Après ça crée des liens. Voilà. Alors effectivement, il faut savoir quand même que marcher avec une patte, avec un moignon, c'est sans cesse des plaies, des champignons, des hématomes, et puis des escarres. Alors les escarres, je m'en suis farci quelques-uns. Et marcher pendant des jours avec un escarre au bout du moignon, avec la prothèse, c'est pas marrant. Alors cela dit, je sais pas, mais j'ai supporté ça. Je sais pas pour quelle raison, mais ça c'est... j'avançais, j'avais pas envie de reculer.
Alors, j'ai un de mes frères qui fait des formations d'entreprise. Un jour, il a dit dans une de ses formations, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a du courage. C'est Nicolas. Alors, mon frère, vous comprenez, il a fait le chemin de Compostelle avec une seule jambe. Alors, il a beaucoup de courage, regardez comme il est courageux. Et ça, j'ai dit à mon frère, maintenant je te demande de ne plus dire ça. Parce que je ne suis pas quelqu'un de courageux. J'ai fait une expérience très différente. J'ai fait l'expérience de ce que j'appellerais la confiance. De dire à un moment, ouais, d'accord, vous avez mal, d'accord, vous êtes fatigué, d'accord, vous avez... allez, je lâche prise, on verra ce qui se passera. Je ne vais pas montrer toute ma volonté, mes muscles, mais que je suis un type super bien. Je fais confiance à ce qui se passera. Et alors, je ne vous cache pas que cette bascule, ce glissement, là, ce déplacement intérieur, ça change complètement le regard qu'on fait quand on marche. Alors, c'est quelque chose qu'au début, surtout quand j'ai marché en 4 fois, ça apparaît au bout de 6, 7, 8 jours de marche. Et puis maintenant, quand je pars, c'est très vite. Au bout de 2 jours, je suis tout de suite dans cet état d'esprit. Je me sens un nomade et qui fait confiance à ce qui va se passer. Et comme je suis tout seul parce que les gens n'ont pas le temps de s'attacher à moi, je me dis, voilà, tant pis, cette personne qui était sympathique, je suis un peu triste, je pleure un peu parce que j'ai passé 2-3 heures à partager et puis elle a disparu. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Et puis il y a aussi les rencontres avec la nature, avec le paysage, avec les surprises qu'on a. Alors en France, on traverse des villages absolument magnifiques. En plus, on a un accueil dans les villages qui est sympa. Bon, je pense qu'il y a aussi des intérêts financiers, hein, ça, j'ai pas de doute. Mais on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Les gens nous accueillent avec un grand sourire. Hein. Moi, j'ai des souvenirs dans le village, dans l'Aubrac, dans le Quercy. Vraiment, on était magnifiquement accueillis, avec beaucoup d'humour quelquefois. On boit un pot dans un café. C'est un marcheur de Compostelle. Une exception près en France. Alors, il faut bien que je dise du mal. Il est quelle heure ? C'est ma méchanceté de 4h30. Dans un village de Gers où je suis allé dans un restaurant où on mangeait bien. Je me dis, allez, je m'offre un bon repas cette fois. Puis j'étais accueilli comme un chien. On m'avait mis dans un coin dehors. Il faisait froid, il y avait du vent et tout ça. Et puis j'ai eu l'impression qu'on jetait des trucs avec gamelle. Et avec des gens bien habillés, dans ce restaurant. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse de ma petite méchanceté. Voilà. Parler un petit peu de ce qui est... je sais pas si... Je pense que presque tout le monde a fait l'expérience du chemin, là. Mais marcher tout seul, on est seul avec ses pensées, avec ses souvenirs, avec des choses qui remontent, qui font plus ou moins mal, avec donc il faut arriver à habiter ça. Alors, comment j'ai réussi, comment j'ai vécu cela ? Eh bien, moi, le cœur de ma marche, c'est la prière. Alors, j'explique ça au sens où il y a un penseur allemand qui s'appelle Jean-Baptiste Metz, qui a écrit dans un de ses ouvrages que la prière est plus vaste que la foi. La prière est plus vaste que la foi. Tout le monde prie d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers un cri, c'est-à-dire au sens où on s'ouvre à quelque chose qui est plus vaste que soi, qui est plus grand que soi. Alors moi, j'ai adopté cette méditation intérieure à travers des psaumes, que je connais une trentaine de psaumes par cœur. Donc tranquillement, je marche à la marche des psaumes, quoi. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me conduise en un pays de plaine, etc. Donc tout ce qui peut permettre de respirer et de vivre à ce rythme-là. Et j'utilise aussi la prière, je ne sais pas si vous connaissez, de Hésychaste, la prière des moines du mont Athos, à travers des mantras que moi je me crée moi-même, hein, où on répète un petit peu la même chose. Alors ça, c'est une expérience très intéressante parce qu'on s'aperçoit que souvent on a plusieurs niveaux un petit peu. Il y a le bavardage intérieur, hein, qui parle, et puis à côté, on a notre respiration qui tranquillement reprend ces deux choses-là. Donc et puis on navigue de l'un à l'autre. C'est pour ça que le soi, là, le moi, il navigue un peu de l'un à l'autre. Et puis brusquement, on constate que cette espèce de méditation intérieure incessante est très apaisante,
alors que le discours, ben, il épuise notre système nerveux et même physiquement. Je me suis aperçu, il y a des moments où je marchais brusquement, je suis pris dans un délire intellectuel, philosophique. Alors je vous dis, Aristote, Hegel, Kant, ils peuvent aller se rhabiller parce qu'avec ce que j'étais en train de découvrir, c'est tellement extraordinaire. Et puis, brusquement, au bout d'un kilomètre, je m'aperçois que j'ai marché qu'un kilomètre. Et ben, allez donc, et puis je m'aperçois que je me suis fatigué. Ou alors des moments, c'est des mauvais souvenirs. Oh là là, qu'est-ce que j'étais stupide à cette époque-là, que j'étais sot, ce comportement-là. Voilà, à des moments dans mon boulot, dans ma vie affective, avec des amis. Et puis, on s'aperçoit que ça, que finalement que ça c'est très bavard. Et puis là, la respiration, la méditation revient. Alors, j'en parle parce qu'en fait, j'ai relu il n'y a pas longtemps dans un ouvrage que c'est ce qui caractérise un peu l'esprit de ce qu'on appelle la contemplation. Je vous ai dit tout à l'heure, et je le redis, je radote un peu, vous me pardonnerez, mais on a perdu le temps, on conçoit le temps ou l'avenir comme le déploiement d'une puissance, une puissance qui va se développer en énergie, en mouvement, en action, en activité, etc. Or, c'est l'esprit de contemplation, c'est chez Moltmann que j'ai lu ça, donc il dit, mais c'est au contraire la position d'avancer en recevant, en se laissant étonner, en recevant ce qui nous arrive. Alors, si bien que, brusquement, on voit cette petite toile d'araignée, là, qui est magnifique. Là, brusquement, il y a un joli paysage, là, qui se présente. Cet arbre, oh là là, ces ramifications, ça m'évoque plein de choses. On entend brusquement le vent. Moi, je suis musicien, alors je suis très sensible au son. Donc, notamment le son du vent. Alors, par exemple, quand je marchais sur le chemin piémontais, il y a 2 ans, là, j'étais pris dans une tempête à un moment, et il y avait des craquements et des choses comme ça autour. Donc, quelquefois, on n'est pas trop rassuré, on se dit, attends, il y a une arbre qui va me tomber sur la patate, mais on continue à avancer. Alors, il y a tout cet univers. Donc, on est dans une atmosphère de réception, permanence, et on fait l'expérience, quelque part, que tout ce moi-là qui veut, à force de volonté, d'énergie, de choses comme ça, arriver, ça prend de moins en moins d'importance. L'importance, c'est de dire, mais qu'est-ce qui va arriver au détour du chemin? Quelle personne je vais rencontrer? Quelle surprise je vais avoir? Quelle couleur? Quelle atmosphère? Si bien que je vais vous raconter 2 anecdotes. Une que je raconte dans mon premier volume. Enfin, il y en a plusieurs. Hein. Mais celle-là, maintenant, à un moment, je n'osais pas trop la raconter, mais aujourd'hui, je la raconte. Je marchais, il pleuvait de manière épouvantable, et puis je m'arrête dans une maison abandonnée. Et puis, souvent, il y a un groupe de personnes qui arrivent, on sympathise. D'ailleurs, j'ai toujours le contact avec l'une d'entre elles. On a partagé notamment du fromage rocamadour que je ne connaissais pas, et depuis, j'en achète régulièrement. Et puis, elles m'ont dit, nous, on va dormir dans telle abbaye. C'est l'abbaye de Velatz, à côté de Cahors. Je dis, c'est très bien, moi, je dois dormir dans un gîte pas loin. J'arrive dans ce gîte, et puis, je suis très mal accueilli. Alors, j'étais vraiment de mauvaise humeur. Et je dis, je ne vais pas rester là. Je sors et je téléphone au monastère en me disant, je vais essayer d'aller jusqu'au monastère. Mais il était loin, il y avait au moins 13-14 km pour aller jusque là-bas. Alors, je suis parti, il pleuvait, et je pars sur un mauvais chemin. Je me trompe de chemin. Oui, il y avait un endroit où ça... Je vais plein sud, mais comme il pleuvait, je ne repérais pas le soleil. Vous savez, quand on marche sur le chemin de soleil, on a le soleil qui nous pousse le matin et qui nous tire l'après-midi. Et là, je ne savais pas où j'allais, mais je ne me suis pas inquiété. Et puis on a marché, puis à un moment, ça n'allait plus du tout. Et puis qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, je vous le dis, on en est où là? Je ne sais pas, ça fait rien. À un moment, il y a une pie qui s'est mise devant moi. Ah, vous l'avez vu? Qui s'est mis... Ah bon, d'accord, j'ai bien coordonné, vous savez, c'est bien calculé mon truc. Qui s'est mis devant mes cannes, mes béquilles, là. Et puis alors, je dis de se pousser un peu, puis j'avance, et puis elle m'accompagne. Elle me dit, tiens, c'est bizarre. Puis après, elle dit, allez, tu me laisses tranquille, je continue. Et puis elle va dans un buisson, et puis elle m'accompagne de buisson en buisson. Et là, ça durait un bon kilomètre. Et à un moment, je m'arrête, et je dis, mais dis donc, que tu me veux quoi? Et puis elle vient carrément se me poser sur mon bras, et sur mon épaule, je lui dis, mais c'est quoi cette pie? Et puis elle commence à cacter, comme ça,
Moi, bêtement, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors moi, je m'amuse dans mon récit, je raconte qu'à ce moment-là, elle m'a dit que tu étais en train de te tromper de chemin. Mais effectivement, je me suis dit, tiens, et si je me, mais il se passe quelque chose, peut-être que je me trompe de chemin. Et puis, bon, alors j'ai pris en photo et tout ça, je me dis, bon, il faut que... Ouais, Et à ce moment-là, il y avait une maison un peu plus loin, où il y avait un ingénieur agronome qui était là, qui est sorti, la pluie s'est arrêtée. Il m'a vu, il m'a dit ah ben vous êtes à pèlerin de Compostelle, mais c'est pas le bon chemin. Et je lui dis et puis c'est quoi cette pie? Il m'a dit je sais pas, c'est une pie qui traîne dans le coin et elle semble avoir été apprivoisée. Et puis à ce moment-là, cet ingénieur m'a proposé il m'a pris en voiture et il m'a emmené à l'abbaye de Vélatz où j'allais. Alors pourquoi je raconte ça? Parce qu'en fait, je me suis laissé surprendre par ce qui s'est passé et puis je l'ai vécu comme... Alors, quand je suis arrivé au monastère, alors les sœurs m'ont reçu vers l'Armagnac, et puis bon, on était allé un petit peu fort. Mais ce que je raconte n'est pas Armagnac, parce que j'ai la preuve, j'ai des photos. Voilà. Alors, l'autre histoire, je l'ai raconterai à Marie-Claude tout à l'heure. C'était en Espagne, c'était au village de Zabalnica. Donc, je voulais aller dans un gîte, mais j'ai un gîte municipal. Donc je monte dans le village, je cherche le gîte municipal. Puis à un moment, je vois un panneau gîte. Alors je sonne. C'est un gîte paroissial. Je me dis merde, je tombe sur un truc catho. Je suis mal barré. Et c'était une communauté de sœurs. Et il y avait 4 pèlerins qui étaient avec moi. Il y avait une Polonaise, il y avait un Néerlandais, il y avait un Allemand, et puis moi. Et les sœurs m'accueillent. Et alors, un accueil magnifique. D'abord, elles ne faisaient pas payer. Elles accueillaient comme ça c'était super sympa. Un repas magnifique. Et puis après le repas, elles nous invitaient à ce qu'on partage un petit peu ce qu'on avait vécu. Et moi, c'était une prise de conscience importante. Une prise de conscience parce qu'elle interrogeait la sœur qui parlait 5 langues couramment. Elle a interrogé la polonaise. Et puis, elle demandait à chacun, mais qu'est-ce que vous avez découvert sur le chemin? Elle m'a demandé elle a demandé à chacun qu'est-ce vous avez découvert et vécu sur le chemin. Et moi, à ce moment-là, il y avait un grand silence à l'intérieur de moi-même. Et j'ai dit, mais rien, c'est rien passé. Je dirais rien, mais j'ai dit à Marie-Claude tout à l'heure, peut-être tout aussi. Mais il n'y avait pas d'événement particulier que je voulais mettre en évidence, c'était le fait... Je disais rien, et puis je disais, moi j'accueille ce qui m'arrive, et puis j'essaie de faire en sorte que tout ce qui m'arrive soit quelque chose qui me permette de progresser. Et à ce moment-là, la sœur, elle m'a dit, vous êtes exactement dans l'esprit du chemin, qu'elle avait fait aussi, hein, je précise. Parce que j'ai rencontré aussi des gens qui faisaient la morale sur le chemin et qui n'ont jamais fait le chemin. À Santiago notamment, je ne dirais pas où, parce que je ne veux pas dire du mal des gens une deuxième fois. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a retravaillé beaucoup après, parce que quand je suis parti sur le chemin d'Espagne, là vous reconnaissez le pont de Cahors, hein. Quand je suis reparti sur le chemin d'Espagne, j'ai longuement discuté avec un ami et une amie, et je me rendais compte qu'en fait, à partir d'un certain âge dans sa vie, il faut faire un peu l'inverse. Il ne s'agit pas d'acquérir des choses, mais il s'agit au contraire de se débarrasser de ce qui nous encombre. Nous encombre au niveau de nos affects, au niveau de nos pensées, de nos convictions, etc. Pour lâcher prise, pour pouvoir être en position d'accueillir ce qui peut arriver, de ce qui peut... nous font le sentiment qu'on appartient à plus vaste que soi-même. Justement, quand on est jeune, on essaye de conquérir le monde, c'est normal, là. On veut exister dans le monde, et c'est important cette phase de vouloir exister. Moi, je l'avais un petit peu vécu. Mais à partir du moment, c'est un inverse qu'il se faut, c'est-à-dire qu'on lâche prise et puis on appartient à un monde qui est plus vaste que soi. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant cette partie espagnole. Le lâcher prise progressif pour pouvoir... et j'ai pensé à ce moment-là, parce que je suis un petit peu un grand lecteur de Teilhard de Chardin. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la pensée de Teilhard, mais dans son livre
petit livre, Le milieu divin, que j'ai longtemps eu dans la poche il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais il y a une partie qui s'appelle la divinisation des passivités. La divinisation des passivités. Ce n'est pas la divinisation des activités, hein. Il y a des gens qu'il faut agir. Hein. Là, dans l'église catho, il faut toujours faire la charité. Quelquefois même, c'est une obligation de faire la charité. Vous devez aimer Dieu, vous devez aimer votre prochain et vous devez servir les autres. Ouh là là, c'est bien lourd, hein. C'est un peu pesant à la fin. Et puis quand c'est pas ça, c'est le narcissisme spirituel. Vous savez, moi je me sens bien avec mon Dieu, etc. Tout ce truc-là. Allez, on balaye tout ça. Accueillir et je fais partie de quelque chose de plus vaste que moi, que je reçois. Donc j'accepte de recevoir ce monde qui m'arrive. Et je fais ce que je peux dans un monde qui est plus vaste que moi, surtout quand les années passent et puis que j'ai peut-être plus de difficultés à agir. C'est pas la peine d'essayer de conquérir le monde quand on a 60 ans, quoi. Il y en a qui le font, hein, c'est très bien, hein, mais s'ils en ont encore les capacités. Mais à un moment, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Et moi, c'était un peu mon cas avec ce que j'ai traîné comme maladie, comme handicap et tout ça. Ça ne sert à rien d'essayer de... Mais bon, je vous donne quelque chose d'un peu négatif. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'étais jeune, un jour, il y a un psychiatre qui m'a dit, en fait, vous avez la foi chrétienne parce que vous avez souffert et que vous avez été malade, etc. Et donc une vision un peu relative, c'est relatif à quelque chose. Je fais ça pour compenser une souffrance que j'ai vécue. Gloops. Alors ça a été un des grands combats de ma vie, et essayer de surpasser ça. Et quand j'ai marché sur le chemin, je me suis aperçu, mais non, il faut inverser les choses, il faut que je renonce à cela, et j'ai vécu l'expérience plutôt de la confiance. Alors la confiance, c'est le cum en latin, et se fier à. Donc je fais la confiance avec le monde qui m'entoure, avec les gens que je croise, avec les visages que je vois, les personnes qui m'accompagnent, mais aussi avec la nature qui me porte. Hein. Moi, je suis le fruit d'une évolution de 13,5 milliards d'années depuis le Big Bang, et puis au moins 4 milliards d'années, l'évolution de la vie, et puis, je sais pas moi, 8000 ans d'histoire depuis le néolithique, et puis même je suis un homo sapiens, c'est tout ça. Donc je fais partie d'un monde qui m'a porté, et puis j'appartiens à ce truc-là, et peut-être que je peux apporter un tout petit plus là-dedans, mais ça fait rien, c'est très réconfortant. Et je l'ai vécu dans cette confiance, au sens où je me suis aperçu que c'est pas moi qui ai fait l'expérience du monde, mais c'est le monde qui m'expérimente. C'est dans l'autre sens. Je suis une expérience du monde, je suis une expérience de l'esprit. Alors moi je suis très hégélien, je suis une expérience de l'esprit, et puis après, côté catho est revenu, en me disant je vis un peu quelque chose qui est de la vie de Dieu. Moi-même, je vis la vie de Dieu à mon petit niveau, dans la marche que j'ai vécue. Si bien qu'en Espagne, à un moment, il m'est arrivé quelque chose de très bizarre. J'avais sur mon smartphone, c'est pas celui-là parce qu'il s'est cassé depuis. J'avais sur mon smartphone, j'avais la Bible. Et c'est pas exprès, mais pendant 40 jours, je ne pouvais lire que la Bible. Je n'ai rien lu d'autre. Et j'ai lu la Bible en entier, dans les deux sens. Je suis parti de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et puis je suis parti de l'Apocalypse jusqu'à la Genèse, et puis à un moment, ça s'est croisé, vous savez. C'est croisé en Isaïe, exactement. Mais voilà, j'ai lu dans les deux sens, et puis je me contentais de ça. Donc voilà, je m'arrêtais dans un gîte, je passais 1 heure à lire, 2 heures à lire tranquillement, ou bien quand je faisais mes pauses, là, généralement je m'arrête pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, puis je repars. Et je me contentais de ça. Et depuis, ça m'a beaucoup travaillé, parce que effectivement, le monde biblique, je ne vais pas faire un développement là-dessus, mais c'est une marche permanente. Il y a toujours des gens qui marchent, toujours des gens qui se mettent en mouvement, des gens qui bougent tout le temps. C'est un univers où on n'est pas statique, quoi. C'est toujours, même les représentations du divin sont en mouvement. Enfin, je ne vais pas trop insister sur ce point-là, mais je voulais le dire quand même. Je voulais quand même le signaler, et que c'est ça qui fait que quand je suis arrivé à Santiago, j'étais plus un pèlerin qu'un marcheur par rapport à ce que j'étais au début. L'arrivée à Santiago, ça a été pour moi une grosse déception. Hein. D'abord, on ne marche plus. Deuxième chose, l'accueil des pèlerins isolés, c'est une catastrophe. On n'a personne pour nous accueillir, on est un peu tout seul. Alors heureusement, j'ai retrouvé des gens qui m'avaient dépassé, qui m'avaient croisé, donc on a... mais puis ne parlons pas oui, voilà... je ne vais
pas développer des petites méchancetés. Mais bon, je ne suis pas senti du tout accueilli. Mais ça fait rien, j'ai pris goût à cette marche, c'est pour ça qu'après je suis reparti à nouveau marcher à droite et à gauche. Voilà. Bon, Oui, alors si vous lisez surtout la première partie, vous verrez que je parle souvent de musique, hein, mais c'est normal, je suis musicien, je suis pianiste, alors je ne peux pas m'empêcher. Donc quand j'ai marché en 2013-2014, j'avais un petit un lecteur MP3, comme on appelait ça à cette époque-là. Et puis donc 1 heure par jour, ou quelquefois 1 heure tous les 2 jours, j'écoute un peu de musique. Donc j'en parle de temps en temps, parce que la musique me parle beaucoup. Et puis quand j'étais en Espagne, alors j'avais acheté un smartphone qu'un de mes garçons m'avait offert, qui revenait de Chine, qu'il avait ramené de Chine. Donc j'écoutais la musique. Alors comme je vous le disais, la musique c'est important parce que c'est l'apprentissage de l'écoute un petit peu. Alors tout cet aspect d'écoute dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, la musique, ça m'aide beaucoup à faire ce chemin. Et je fais des parallèles entre le fait de marcher et le fait d'écouter de la musique. J'ai redécouvert ah oui, alors évidemment, je ne vais quand même pas ne pas parler de ça. Le fruit le plus riche du chemin, je n'avais pas pu faire mon exposé sans finir là-dessus. Je suis parti seul. Je suis parti tout seul. Je connaissais personne. Et aujourd'hui, je suis à Angoulême et puis j'ai disons 45 personnes ou 50 personnes qui sont là à m'écouter. Sans compter les réseaux extraordinaires de gens que j'ai rencontrés. Donc, alors déjà, je vous l'ai dit, sur le chemin, les rencontres qu'on fait, qui sont magnifiques, j'en partage quelques-uns dans mon récit. Et puis, le fait qu'après, ça se continue, et puis que quand on se trouve avec des gens de Compostelle, qui ont fait le chemin, il y a une espèce de complicité immédiate qui passe par-dessus la connaissance du temps, quoi. Et depuis, les gens, on parlait de Gaël Labrosse, de Marie-Édith, de Laval, de tout un tas de gens qui font partie de réseaux. Et il y a aussitôt une complicité qui est d'ailleurs très étrange, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui n'ont pas fait le chemin ne comprennent pas toujours. Ne comprennent pas. Et puis sans compter, alors ça c'est ma petite méchanceté de 5h moins 10, l'Église catholique ne comprend pas non plus. Parce qu'elle aime bien contrôler ces pèlerinages, mais les pèlerins de Compostelle, ils passent. Et puis ils passent et puis ils ne s'arrêtent pas. Et puis ils continuent, ils sont très autonomes. Donc il y a tout un pan de gens qui ne comprennent pas ce qui est vécu. Après, ils nous posent des questions. Et moi, je me suis posé la question, comment ça se fait que chaque année, il y a de plus en plus de gens qui marchent vers Santiago? Alors Santiago fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Il n'appartient pas à une faction, à une confession particulière. Il appartient à tous. Et moi, sur le chemin, j'ai rencontré des bouddhistes, des musulmans, des protestants, des agnostiques, des athées, des gens qui venaient de Côte d'Ivoire, d'Amérique latine, du Mexique, de Malaisie, des Philippines, d'Australie, d'Europe de l'Est, de la Scandinavie, de partout. Et chacun avec des motivations différentes. Il y en a, c'était des motivations spirituelles. Je n'aime pas trop ce mot, je me méfie du mot spirituel. Mais des motivations intérieures de soi, de se retrouver soi-même. Des gens qui sortent d'un divorce, des gens qui je sais pas, ont perdu leur travail. Des gens, moi j'ai rencontré une personne qui marchait qu'un seul poumon. J'ai rencontré une personne qui était à moitié paralysée, qui marchait. J'ai rencontré des gens qui avaient divorcé, qui vivaient très mal, qui avaient perdu un enfant, qui sortait d'une chimiothérapie, etc. Et tous ces gens-là, ils sont sur le chemin, ils partent sur le chemin, et ils rencontrent, et ils nous font découvrir qu'on appartient tous à une sorte de compagnie, voilà, ça fait un peu jésuite, hein, mais qui fait d'un grand compagnonnage où on est tous ensemble à avoir vécu quelque chose, et qui, à mon avis, est une véritable interrogation pour notre monde moderne. Je trouve que je fais un peu de politique, je trouve que c'est un exercice anticapitaliste. C'est-à-dire que c'est le dépouillement, alors qu'on nous oblige à tous devenir propriétaires aujourd'hui, et puis à consommer, à produire. Là, c'est un lieu où on ne produit pas, on ne consomme pas, ou peu,
Et puis, on n'a pas de propriété, sinon soi-même se découvre. Donc, c'est vraiment un espèce de contre-pouvoir qui est en train de se faire. Alors, comment ça se fait que de plus en plus de gens marchent sur le chemin de Compostelle? Et puis, à mon avis, ça va ne faire que se développer. Et Compostelle, ce n'est pas le seul lieu où les gens vont commencer à marcher. Bon, évidemment, il y a des chemins de grande randonnée, des trucs comme ça, mais là, cette espèce de compagnonnage qui fait qu'on se reconnaît, ça me paraît quelque chose de très fort. Voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres choses. Oh ben non, je vais vous laisser parler, là il est 5h moins 5. J'avais prévu un temps de questions, parce que j'aime bien le temps des questions. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Alors, à force de marcher, aujourd'hui, j'en suis à 2500 km, vous vous rendez compte? J'ai 2500 km, et je n'ai pas compté le nombre de jours, mais il faut diviser par 14. Ou diviser, Bon, alors, le poids du sac à dos, je dois reconnaître que au début... Oui, en tant qu'autonome. Hein. Moi, je l'ai toujours porté, mon sac à dos. Et donc, je ne l'ai jamais fait porter. Et au début, les premiers temps, avec mon matériel et tout ça, j'avais plus de 13 à 14 kilos. Mais quand mon épouse Véronique et moi, on est partis au Portugal ensemble, eh ben, il faisait plus que 8 kilos. Donc, vous voyez, ça se pèse aussi, le dépouillement. Bon, puis on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de plus. Hein. Bon, quelques affaires pour se changer, quelques affaires de toilette, et puis voilà. C'est tout. Il faudrait que je retrouve les tickets quand on est parti de Lyon à Porto. Donc, on a bien fait peser. Si j'avais les tickets, je vous les montrerais. C'était 8 kilos, à peu près 8 kilos pour chacun de nos sacs. Non. J'avais quand même mes béquilles, donc il faut rajouter effectivement le poids des béquilles, mais c'est pas lourd. Mais maintenant, je marche avec des bâtons de marche. Je suis administrateur des amputés, de l'association des amputés de France. Là. Enfin, elle a un autre nom, l'association. Et là, au mois de novembre, j'étais marché avec le président qui m'a dit « Ah ben moi, j'utilise plus de béquilles, maintenant j'utilise des bâtons de marche ». Et depuis novembre, là, j'étais marché un petit peu là, au mois de février quand il faisait beau en Chartreuse et en Vercors. Et maintenant, j'utilise des bâtons de marche. Oui, c'est léger, ça se transporte facilement. Là, je vois que madame a sa béquille là. Madame, je vais répéter la question. Madame me demande si j'ai toujours ma toile de tente. Je l'ai eu en France. En France, et à chaque fois que je marche en France. Donc quand j'ai fait tout le chemin du Puy, donc j'avais ma tente. Donc j'ai dormi à peu près une bonne dizaine de fois, même un peu plus peut-être. Il faudrait que je regarde sur mon cahier. Donc sous la tente. J'ai fait le chemin d'Arles, mais une partie. Hein, je suis parti d'Arles et puis je suis allé jusqu'à l'abbaye d'Encalcate. Là, j'ai dormi 2 fois sous la tente. Donc là, sinon, j'ai trouvé des hébergements. Et puis, sur le chemin piémontais, alors là, évidemment, je me disais, personne ne marche là-dessus, il n'y a pas de gîte. Alors oui, le chemin piémontais, il faut le faire parce que c'est trop chouette. C'est presque un des meilleurs chemins que j'ai fait. Alors, tout seul. Dans le chemin piémontais, je rappelle, c'est entre Carcassonne et Lourdes. Puis même, ça continue jusqu'à Biarritz, et là, j'avais pris ma tente, me disant, là, je vais être obligé de dormir dehors. En fait, j'ai dormi qu'une seule fois dehors, par une température de 0 degré d'ailleurs. Quand je suis réveillé pour plier la tente, ça a été un peu compliqué. Mais le chemin piémontais, c'était très drôle, parce que quand j'arrive dans un gîte, il m'a dit « Ah, mais vous allez dormir au soir ?» Je dis « Je sais pas trop. » Ils m'ont dit « Il faut aller chez Jo qui est à tel endroit, c'est un café, il va vous recevoir. » Hop. Puis après, j'arrive à tel endroit, il m'a dit « Ah, vous dormez où ce soir ?» Je sais pas. Il faut aller chez Marie qui habite à tel village, vous l'appelez, je vous donne son téléphone et tout ça. Et si bien que j'ai fait tout le chemin du Piémont, et je dirais la moitié des gîtes que j'ai trouvés, c'est des gens qui m'ont dit ah, mais il faut aller chez un tel. Et puis, alors sur le chemin piémontais, il faut impérativement au Mas d'Asile aller chez le pasteur Borde, hein, qui est un homme qui fait partie d'un. Ah oui, là j'aurais pu en parler. Qui fait partie c'est un personnage magnifique du chemin qu'il faut rencontrer. Alors lui, il m'a reçu. Je suis arrivé le jour de Pâques. Il m'a fait le tour de toutes ces paroisses. Enfin, je ne sais pas comment on dit chez les protestants, mais et puis il m'a invité à parler. Et puis pasteur Borde, vous voyez qui c'est? Ah oui, c'est un homme. Et chez Jo aussi.
Ah oui. Oui, c'est chez Chaud. C'est dans le. Oui, oui, oui. C'est dans la montée du col du Portet d'Aspet. Le col du Portet d'Aspet. Ah, vous êtes dormi là. Je suis resté 2 jours chez Chaud. Tellement j'étais bien là, c'était trop sympa. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, quand j'ai des moments de... Ah oui, une conférence que m'avait demandé de faire Gaël de la Brosse une fois, et j'ai dit, quand j'ai fait le chemin, je n'ai plus jamais connu d'état dépressif depuis que j'ai fait le chemin. Et alors il y avait un médecin dans la salle que je connaissais, qui s'occupe des alcooliques et tout ça, qui venait me trouver et m'a dit « Ah bah dis donc, il faut que je demande à mes patients de faire le chemin de Compostelle. » Alors j'ai dit « Bah oui, bien sûr. » Oui. Alors, continue sur la confiance, ça que tu avais dit. Oui, enfin tous les deux, on s'est ressentis dans tout ce que vous avez dit, cette confiance aux autres, quoi, cette confiance, se laisser aller par le chemin, en fin de compte. On se laisse aller. Vas-y Bernard. Non, c'est très bien. Oui, on en parlera. Mais c'est vrai. Alors, c'est vrai que moi, j'ai vécu une... excusez-moi, c'est encore me mettre en avant, mais j'avais quand même une douleur qui est souvent revenue, en plus de la... Bon, je ne parle pas de la douleur du moignon et puis de tous les problèmes que j'ai eus, mais la douleur un peu affective, c'est-à-dire que jamais je pouvais marcher avec des gens. Alors, il y a des gens qui... Parce que je marche lentement. Je marche à 2 km/h, alors les gens me rattrapent. Et je rencontrais des gens qui s'étaient rencontrés sur le chemin et disaient « Ah oui, nous, ça fait une semaine qu'on est en Flandre depuis qu'on s'est rencontrés. » Et moi, je n'avais jamais connu ça. Et de temps en temps, c'était un vrai chagrin quand je comptais, quand des gens ont marché avec moi pendant 3 heures, 4 heures, m'ont tenu compagnie, m'ont raconté ce qu'ils vivaient. Et puis quand ils partent, moi, j'avais la larme, quoi. On se revoit, ben oui, on se reverra au prochain gîte. Tu parles, au prochain gîte, il était déjà à l'autre bout, il était déjà 20 km devant. Mais c'est vrai que... Alors, cette confiance, en même temps, c'était un côté positif, c'est-à-dire que quelquefois, Marie-Claude ne va pas être contente, quelquefois les groupes, j'aimais pas trop, parce qu'ils étaient entre eux. Alors quand on arrive dans un gîte, en France surtout, en Espagne, bon, en Espagne c'est tout le temps, mais on est tellement... bon, même si j'aimais bien dormir dans des gîtes, donc dans des gîtes complètement isolés, mais souvent c'était des groupes. Alors en France, les groupes, ils se mêlent pas aux autres, ils restent entre eux. Et pas suffisamment. Bon, de temps en temps, on a un qui fait des efforts, mais de temps en temps, j'ai eu quelques mauvaises surprises, quoi. On a l'impression qu'on est là un peu... Bon, ça n'a pas tellement d'importance. Mais en revanche, par contre, au début, alors excusez-moi, là aussi, je ne vais pas être très gentil, mais au début, hein, après ça a disparu, je ne sais pas par quel miracle, mais entre Le Puy et Conques, et après ça a complètement disparu, je tombe sur des groupes de gens qui récitent le chapelet, qui se baladent qui chantent ensemble et tout comme ça. Alors ça, c'était l'exaspération la plus totale. Une dame qui arrive à côté de moi qui me dit « Vous voulez qu'on prie le chapelet ensemble ?» Je dis « Mais laissez-moi tranquille, je fais mon chemin. » Et puis, c'était pas mon truc. Laissez-moi un peu mon propre cheminement. Et cette espèce d'emprise, alors ce qui est très curieux, donc, c'est que je l'ai vu disparaître après Conques. C'est-à-dire que, ou bien c'est parce que je ne les rencontrais pas, par le hasard des choses, ou bien c'est parce que, mais je le crois aussi, parce que les gens, au fur et à mesure qu'ils marchent, je pense que la poussière du chemin, le soleil, le vent, les rencontres, les choses qui s'impriment, enfin, l'imprinting, là, comme dit Edgar Morin, là, finit par transformer, et on est un peu moins conquérant dans sa manière de parler des choses. Alors vous voyez quoi? Ah oui, ça c'est... à droite, c'est une petite jeune fille que j'avais rencontrée en France et que j'ai retrouvée à Santiago, qui faisait des études, et c'est elle qui m'a trouvé mon chemin, qui m'a trouvé mon gîte qui m'a trouvé mon gîte à Santiago. Donc un gîte où j'ai presque rien payé. C'était sympa. Parce qu'à Santiago, les prix sont multipliés par 2, par 3 quelquefois. Et mon épouse et moi, on est partis en Bolivie au mois d'octobre, on s'est arrêté à Madrid. Et à Madrid, on est allé chez elle, donc avec son copain, qui était deux jeunes étudiantes, ils nous ont reçus chez eux, c'était très sympa. Alors ça fait partie aussi des bonnes surprises du chemin. Madame explique que le lâcher prise, le plus dur à faire, c'est le lâcher prise que nous impose un peu notre corps, quoi, quand on chemine et que les années passent, quoi, parce que là, on a de moins en moins de capacité.
je peux pas vraiment répondre parce que j'approuve complètement, quoi. C'est ça, c'est une des choses les plus difficiles à vivre. Alors moi qui suis un peu intello, parce que j'ai fait des études de philosophie, un peu de théologie, puis de physique après l'âge de 25-30 ans, là. Donc moi, mon truc, c'est surtout la tentation de tout intellectualiser. Et ça, sur le chemin, ça aussi, c'était un lâcher-prise important. Et je me rappellerai toujours d'un moment où c'était en France. Alors, c'est quand j'étais entre Cahors et Condom. Alors là, j'étais venu avec ma voiture, je faisais 3 étapes, puis je revenais en autostop, je cherchais la voiture, je mettais au coin, puis après, je remarchais 3-4 étapes, puis je revenais en autostop. Et dans un de ces retours en autostop, je suis pris par 3 universitaires. Il y avait une dame aussi, excusez-moi, aujourd'hui c'est la journée de la femme, il ne faut pas que j'oublie les dames, mais comme elle n'a rien dit, bon. Et c'est 2 universitaires de l'université de Montpellier. Et puis on a commencé à parler philosophie des sciences. Alors moi philosophie des sciences, c'est mon dada. Alors on a commencé à parler, et puis au bout de 30 km, je m'aperçois que j'en connaissais beaucoup plus qu'eux. Et puis je commençais à jouer le mec vachement doué. Je me dis, je suis en train de leur foutre plein la vue, là, ces universitaires, surtout qu'il y en a un qui était doyen de sa faculté. Et puis enfin, ils m'ont déposé, pas à ma voiture, mais un petit peu dans la campagne. Je suis sorti de la voiture, et il y avait un pré avec des vaches, des trucs comme ça. Et brusquement, j'ai eu le sentiment d'un vide complet. Je me dis, je viens de passer 1 heure de voiture avec 2 personnes, j'ai l'impression que c'est du vent. C'est du vent, et je trouve que voilà, la réalité, elle est là, tout concrète. Là, c'est ces vaches dans le pré, c'est la marche, c'est mon corps, c'est ce que je ressens, et puis les gens que je vais rencontrer ce soir quand je vais dormir, et puis ça va être... alors ça, c'était un lâcher-prise qui était important pour moi, puis bon, c'est encore un combat aujourd'hui, mais je le vis. Mais effectivement, le corps, et la mémoire, notre volonté, nos capacités de volonté, notre pensée, nos affections même, tout ça. Bon, c'est vrai que quand le corps il va pas bien, bon quand on est fatigué, vous le savez, ouais, même nos proches, notre fille ou ma femme, je ne me dispute jamais avec ma femme, mais sinon avec des gens qu'on aime bien, et puis ils nous énervent ce soir, bon, voilà. Alors que 20 ans avant, on l'aurait vécu très bien. Et tout ça, c'était... oui, il faut s'accepter que ça, tu le perds aussi. Et quand on vieillit, qu'on devient un peu gâteux, c'est des choses à savoir. Mais alors, se préparer un peu avant, ça me paraît important. Et mon épouse, elle travaille dans une EHPAD, et on rencontre quelquefois des personnes âgées, et puis on voit ceux qui se sont préparés dans cet état, qui sont rayonnants dans leur vieillesse, puis d'autres qui se sont mal préparés ou moins bien préparés, et puis qui sont difficiles. Et en même temps, on ne peut pas leur reprocher. Voilà, je sais pas. À s'abstraire, c'est prendre la distance. C'est-à-dire, je suis à distance de... il n'y a pas longtemps, là, j'étais dans un groupe de réflexion philosophique, bon, et puis à un moment, bon, il y a quelqu'un qui écrit quelque chose, je lui réponds... et puis je réponds, moi, de manière un peu détachée, avec un peu d'amusement, même si c'était des choses très sérieuses dont on parlait. Et puis je me suis reçu une réponse d'insulte, quoi. Parce que justement, je n'avais pas pris au sérieux. Et puis là, je me suis dit, je ferais bien de fermer ma gueule de temps en temps. Et je n'ai pas pris seulement sérieux au truc, mais j'ai pris de la distance, quoi, même si j'exprimais des choses que je ressentais. C'est le danger un petit peu, c'est toujours un petit peu un danger, on prend de la distance par rapport à ça, mais il faut être aussi capable d'être totalement à l'écoute de l'autre et d'être en empathie avec l'autre quand il exprime des choses. C'est difficile de tenir les deux choses en même temps, c'est un travail de discernement, mais de liberté intérieure aussi qui est fort, moi je trouve. C'est ça, si on fait bêtement, on obéit bêtement à ses idées, ou qu'on applique bêtement ses idées, on n'a pas de distance avec ses idées. On n'a pas de distance. Alors l'humour, c'est important, ça. Je dis toujours, humour, humeur et humus. Humus, c'est la terre, hein, en latin. Et l'humour, c'est revenir les pieds sur terre. Hein. Le pied sur terre pour moi, avec la prothèse. Mais c'est revenir, c'est savoir terrien, c'est savoir. C'est comme ça que je le vis. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais je vais essayer de creuser ça. Hein, mais c'est vrai. Mais c'est pas m'abstraire du monde, je ne m'abstrais pas du monde. Moi, oui. Oui. Et puis là, on se découvre soi-même aussi. Là, dans ce moment-là, on est soi-même. Je
Je ne suis pas dépendant de mes idées, de mes affections, de mon corps. Bon, si, mais je le sais. Voilà. Je le sais que je vis à l'intérieur de ça. Ce matin, je mangeais avec trois Anglais, 3 Américains qui étaient là. Je suis logé à la maison diocésaine. Et ils parlaient entre eux. Je comprenais que dalle de ce qu'ils racontaient. Et je me disais, bon, ben voilà, je suis obligé d'accepter que je ne peux pas contrôler la conversation de ces 3 personnes-là. Et je vis à côté de 3 personnes, mais je ne contrôle pas, c'est tout. Bon, ben, je ne vais pas m'en faire une maladie, hein. Ça fait pas... Mais c'est pour dire, quoi. Bon, voilà, donc j'ai un blog hein, où je déploie un peu mes choses. Ah oui, une dernière chose. Entre le moment où j'ai écrit ça et ce que je suis aujourd'hui, il y a aussi une évolution. Donc ça reflète plutôt comment j'avais vécu le chemin en 2015, et puis avec quelques modifications que j'ai fait début 2016. Aujourd'hui, si je devais réécrire, surtout après avoir cheminé, fait d'autres chemins, avec de plus en plus de liberté, la chose, par exemple, qui est radicale, c'est qu'à chaque fois que je repars sur le chemin, je suis immédiatement paisible et joyeux. Je ne pense pas que j'étais dans cet état-là quand j'ai fait le chemin la toute première fois. Voilà. Allez, je finis là-dessus, et puis on va continuer cette AG, je crois, qui est prometteuse. Un grand merci en tout cas d'être venu, c'est très sympa.